Bonjour et bienvenue à la dernière unité du cours de chimie 11e année. C'est les gaz et la chimie atmosphérique. Dans cette première vidéo, ça va servir comme introduction au gaz. On va essayer d'expliquer la différence entre une solide, un liquide et un gaz. Décrire un peu comment les forces intermoléculaires influencent si quelque chose va être un solide, liquide ou un gaz. Et on va commencer à parler des propriétés spécifiques des gaz pour pouvoir expliquer un peu pourquoi les gaz se comportent de la façon dont ils se comportent. Donc ça c'est le chapitre 11 de votre manuel, spécifiquement chapitre 11.1. Donc vous savez depuis longtemps que les états de la matière sont les solides, les liquides et les gaz. Qu'un solide c'est dur, c'est fort, c'est pas particulièrement compressible, on peut pas facilement changer sa forme. Son volume et sa forme sont constants. Okay? C'est quelque chose qui ne change pas très facilement. Les liquides ont un volume constant parce qu'ils ne sont pas compressibles. On ne peut pas facilement prendre une liquide et la compresser. Par contre, la forme est variable parce que tu peux transférer facilement une liquide d'une bouteille qui est très mince et grand à un Erlenmeyer qui est moins mince mais grand en bas. Puis la liquide qui est contenue ici va facilement occuper l'espace ici. Donc le volume ne change pas, mais la forme peut changer vraiment de la façon que tu veux. Un gaz, c'est complètement variable en forme et en volume. Et donc on peut vraiment changer tout l'espace qu'occupe un gaz parce qu'un gaz est compressible. On peut prendre une boîte remplie de particules de gaz et on peut appliquer une pression sur un côté, réduire par moitié la taille de la boîte, disons jusqu'ici, et amener toutes les particules qui étaient là à remplir cet espace-là. On peut compresser le gaz, on peut changer la forme du gaz, le volume, comme on veut, parce que les particules de gaz sont très éloignées l'un de l'autre. On peut voir ça ici dans l'image. Il y a beaucoup d'espace entre les particules de gaz, donc il y a beaucoup d'espace dans lequel on peut les bouger. Par contre, dans les liquides et les solides, les particules sont déjà très près l'un de l'autre et il n'y a pas vraiment beaucoup de place à les manœuvrer. Les liquides ne sont pas bien organisés, c'est pour ça qu'on peut changer leur forme. On peut les bouger juste assez pour changer la forme, mais les solides sont très ordonnés, ce qui les rend très difficiles à bouger. Donc, ça c'est vraiment décrire les trois états de la matière en termes très généraux, mais avec nos connaissances un peu plus avancées de la force d'attraction entre les molécules, on peut utiliser ces connaissances pour expliquer un peu plus spécifiquement les états de la matière. Donc, généralement, le plus que les molécules sont attirées l'un à l'autre, le plus qu'ils ont la tendance à être solides. Donc, on sait que la majorité des solides sont des composés ioniques. Right? Par exemple, le chlorure de sodium, l'exemple fameux d'un solide. Tes atomes de chlorure et de sodium sont fortement liés ensemble parce qu'il y a un don d'un électron du sodium au chlore. Et donc, cette attraction est vraiment difficile à briser. En particulier aussi parce que ça forme un style de matrice où tu as de nombreux atomes liés tout ensemble par ce don d'électrons. Très difficile de les séparer parce qu'aussi la différence d'électronégativité est très élevée. Right? C'est une forte attraction entre les deux.
parce qu'il y a un partage enfin, il n'y a pas de partage d'électrons, il y a un don d'électrons. Nous avons vu aussi que les liquides ont une force d'attraction moins faible qu'un solide, parce que ne sont pas toujours des composés ioniques, généralement c'est des composés moléculaires. Donc, tu as comme exemple, on va faire l'eau. Donc, un molécule d'eau, c'est une molécule polaire. Il y a un partage d'électrons, mais c'est un partage inégal parce que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc ici, notre différence d'électronégativité est généralement entre 0 et 1,7 pour nos composés moléculaires, qui sont souvent, eux, des liquides, parce qu'ils ont une force d'attraction d'un molécule à un autre. Donc, si on ajoute ici un autre molécule d'eau, on va faire ça en jaune, ton pôle positif du molécule d'eau va être attiré vers ton pôle négatif d'une autre molécule d'eau. Donc, il y a une force d'attraction entre les molécules qui les garde ensemble. C'est quand même moins fort que la liaison entre les atomes d'un composé ionique. C'est pour cette raison-là que c'est plus difficile à séparer, plus facile à séparer les molécules l'un de l'autre. Maintenant, nous avons nos gaz. Nos gaz sont souvent des composés où les forces intermoléculaires entre les molécules sont très faibles. Donc, prenons par exemple l'hydrogène, un composé non polaire. Tu as un molécule d'hydrogène qui n'a aucun pôle, partage égal des électrons. C'est un deuxième molécule d'hydrogène. Il n'y a absolument rien qui attire, ben pas absolument rien, mais il y a très peu qui attire un molécule d'hydrogène à un autre. Donc, ce serait très facile d'agrandir ou de rapetisser l'espace entre ces deux molécules parce qu'ils ne sont pas particulièrement bien liés ensemble. Donc, les gaz sont souvent formés de composés comme l'hydrogène, le chlore, l'oxygène, le fluor, des exemples de composés non polaires. Il y a également des composés qui sont pas polaires, qui sont des gaz, mais généralement, c'est le plus que tu t'en vas vers le 1,7 dans ton différence d'électronégativité, le plus que tes forces intermoléculaires sont faibles, le plus que tu tends à te rendre vers un gaz et non un liquide ou un solide. Ok, donc pour qu'une molécule soit gazeuse, pour qu'une substance soit gazeuse, il faut avoir une certaine énergie cinétique. Il faut que l'énergie cinétique soit élevée. C'est-à-dire qu'il faut que le mouvement des électrons, des particules soit élevé. Parce que les particules doivent être capables de se distancer l'un de l'autre pour que quelque chose soit gazeux. Donc les particules vont bouger de trois façons. Premièrement, tu as la vibration. Donc disons qu'on a une particule. La vibration serait le mouvement de la particule d'une façon, puis ensuite de l'autre façon. Donc, par exemple, la particule pourrait bouger comme ça, et ensuite bouger comme ça. Puis il va aller dans les deux directions, vraiment d'une façon comme gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Vraiment, il va vibrer comme un téléphone. Les particules peuvent faire une rotation, c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger vraiment dans le sens 360 degrés, faire le tour complètement sur leur propre axe. Les particules peuvent également faire une translation. Ça, c'est un autre mot vraiment juste pour le mouvement linéaire d'une place à un autre. Ça, c'est les trois façons par lesquelles les particules vont bouger. Puis quand je dis le mot particules, je veux parler d'atomes, de molécules, vraiment d'atomes ou de molécules. Donc, quand les particules n'ont très peu ou aucune énergie cinétique, ils sont des solides. Parce que dans une solide, on a une grande quantité d'atomes en matrice qui ne bougent pas.
right? Parce que c'est pour ça que ça garde sa forme et son volume constant. Puis puisque cette énergie cinétique, ce mouvement de particules est grande, plus les particules sont capables de surmonter les forces intermoléculaires et de se séparer. Et le plus qu'ils sont capables de se séparer, le plus qu'ils vont avoir tendance à s'en aller vers l'état gazeux. Donc, un solide qui devient un liquide est capable de briser cette matrice et de rendre libres les particules, mais que les particules sont encore très attirées l'un à l'autre. Pour aller d'un liquide à un gaz, les particules doivent être capables de surmonter ces forces intermoléculaires et vraiment d'être libres et de pouvoir se bouger là où ils veulent sans cesse. Donc les gaz, à cause de leurs propriétés, à cause de leur énergie cinétique très élevée, ont certaines propriétés. Un, ils sont compressibles. On a déjà parlé de ça, ça veut dire qu'on peut changer leur volume très facilement. Okay? Pensez au piston d'un automobile. Donc, tu as ton piston, puis à l'intérieur, tu as une plaque. Puis tu as des particules de gaz qui remplissent ça. Puis dans ton auto, ton piston va bouger en haut et en bas. Donc si ça bouge en bas, on va dessiner ici, ton piston va aller, disons, jusqu'ici. Puis là, tu vas avoir tes particules de gaz dans un compartiment très petit. Puis ils peuvent remonter. Les gaz sont compressibles parce qu'on peut changer leur volume assez facilement. Les gaz se dilatent. Donc ça veut dire que si la pression ne change pas et la température augmente, le volume va augmenter. Donc dilater veut dire c'est quelque chose qui a une augmentation dans ce volume quand la température augmente, sans que la pression change. De la même façon, si la température baisse, le volume va baisser. Ça, c'est parce que le plus qu'on augmente la température, le plus qu'on augmente l'énergie cinétique, le plus que les particules vont bouger, s'éloigner l'un de l'autre, le plus d'espace qu'ils vont occuper. Les gaz ne sont pas visqueux. Donc la viscosité, c'est généralement, quand on parle de la viscosité, on parle des liquides, c'est vraiment leur habileté de couler. Donc les gaz peuvent bouger très facilement, s'échapper très facilement. Ils ont une viscosité très faible. Ils sont pas denses. Ça, on le sait parce que ils peuvent occuper un très grand espace. Donc, généralement, c'est pas comme une solide où tu as une grande quantité d'atomes dans un petit espace. Les gaz ont une tendance d'occuper un grand espace. Ils sont donc peu denses. Et ils sont miscibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mélanger très facilement. Deux choses qui sont miscibles sont deux choses qui peuvent se mélanger parfaitement. L'eau et l'huile, par exemple, sont pas miscibles, sont non miscibles parce qu'ils peuvent pas se mélanger. Les gaz sont miscibles parce qu'ils peuvent se mélanger. Alors, tout ça pour résumer un peu le comportement général des gaz. Les particules d'un gaz sont en mouvement constant et désordonné. On a vu les trois façons qu'une particule peut bouger. Quand on a parlé d'énergie cinétique, ça peut vibrer, faire une rotation, une translation. Et donc, ces particules sont toujours en train de faire ces trois mouvements d'une façon complètement aléatoire. Okay? C'est vraiment, il n'y a aucun patron à laquelle ils vont faire ces mouvements. L'énergie cinétique des particules d'un gaz sont proportionnelles à la température. On a déjà mentionné ça. Donc, le plus que la température monte, le plus que l'énergie va monter et que les particules vont bouger. Les particules vont exercer aucune attraction ni répulsion, généralement parce que, premièrement, ils sont trop loin l'un de l'autre pour pouvoir exercer une force d'attraction ou de répulsion.
Donc, il y a très peu, on dit la raison que c'est un gaz, c'est parce qu'il n'y a pas d'attraction entre les particules. Donc, les particules sont éloignées l'une de l'autre et les particules eux-mêmes n'occupent aucun volume significatif. Donc, le volume qu'occupe un gaz est principalement de l'espace. Donc, le volume d'un gaz, c'est principalement de l'espace vide parce que les particules sont très petites par rapport à l'espace qu'ils occupent. Donc, et dernièrement, l'énergie cinétique dans un gaz est conservée. Ça veut dire, imagine que tu as deux particules, puis un particule frappe un autre particule. Il pourrait y avoir un transfert d'énergie d'un particule à un autre, mais l'énergie totale du système est conservée. Il n'y a pas d'énergie qui peut être créée ni détruite à l'intérieur d'une certaine quantité de gaz.